You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve mon héroïne préférée, Anaïs Bordage. Salut. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. Si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez sûrement déjà. Il y a quelques mois, Anaïs et moi avons écrit un livre. Wow. Ça s'appelle Le petit éloge des anti-héroïnes de série et c'est publié aux éditions Les Pérégrines. On avait envie de revenir un petit peu sur cette aventure dans le podcast, puisque c'est une aventure qui nous a fait pousser beaucoup de cheveux blancs. Donc on s'est dit qu'on voulait faire un petit bilan et vous parler de ce qu'on considère comme des anti-héroïnes de séries télé, lesquelles on aime tout particulièrement, et donc forcément celles sur lesquelles on a vraiment beaucoup aimé écrire, celles qui nous ont paru un petit peu plus difficiles à défendre, puisqu'il fallait faire leur éloge. Et voilà, vous parlez de toutes ces femmes un petit peu starbées, comme on disait à l'époque, du petit écran. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, je pense que c'est le fait qu'en ce moment, je suis en train de lire Le Fléau de Stephen King, que j'avais jamais lu. Et c'est le fait de faire le podcast Ami et de parler de Shining qui m'a donné envie de me replonger dans Stephen King, puisque ça fait très longtemps que j'avais pas lu des livres de lui et qu'il reste quelques classiques, notamment celui-là, que je n'avais pas lu. Et en plus, comme j'ai vraiment tout dévoré à l'adolescence, j'ai majoritairement lu Stephen King en français. Et là, c'est vraiment un bonheur de lire ce livre qui est très très long en anglais et d'apprécier l'écriture de Stephen King parce qu'en fait, c'est extrêmement intelligent et en même temps extrêmement accessible. C'est pas du tout une lecture qui semble exigeante. Quand on est en train de traverser le livre, c'est juste hyper plaisant. On veut tout de suite voir ce qu'il y a dans le chapitre d'après. Et ce que je trouve très fort, c'est que chaque chapitre est accordé à un personnage différent et qu'à chaque fois, en 2 pages ou 2 lignes, il arrive à nous donner envie de s'attacher à un personnage qu'on découvre qu'à la page 120, alors qu'on a déjà passé tout le reste du livre à s'intéresser à d'autres personnages. Donc voilà, je suis juste très très contente de me replonger dans mon amour pour Stephen King, que j'avais pas oublié, mais là, que je vis de manière très intense à nouveau. Et toi, c'est quoi ton pic ? Moi aussi, c'est un livre anglais d'une autrice qui s'appelle Dolly Alderton et ça s'appelle Everything I Know About Love, tout ce que je sais sur l'amour. C'est en fait une journaliste londonienne qui écrit ses mémoires alors qu'elle a 29 ans. Mais c'est ses mémoires un peu de meuf qui aimait bien faire la fête et qui a couché à droite à gauche et qui a eu des histoires d'amour sans lendemain, d'autres avec un peu plus de lendemain. Elle a une voix un peu à la Nora Ephron ou à la Carrie Bradshaw. Ça se lit très bien, c'est très fun. Ça plonge un peu dans le Londres des années 2000-2010, sur son adolescence et sa vingtaine. C'est intelligent et ça vient d'être adapté en série par la BBC. J'ai pas encore vu la série, mais en tout cas, le livre est... si vous avez envie un peu de débrancher votre cerveau sans lire un truc complètement con, franchement, je vous le recommande. Donc aujourd'hui, on vous parle des anti-héroïnes de séries, spécifiquement. Pour commencer, on va peut-être définir ce que c'est qu'une anti-héroïne. Anaïs, comment est-ce que tu la définirais ? Non, mais c'est marrant parce qu'on nous a beaucoup posé la question et je pense que, en fait, on a beaucoup réfléchi depuis le début de notre carrière à la figure de l'anti-héros parce que c'est une figure omniprésente à la télé, qu'on a lu plusieurs bouquins qui ont été écrits dessus et que parmi certains de nos personnages masculins préférés, comme Don Draper ou autres, il y a des anti-héros. Et en fait, je pense qu'on avait moins réfléchi à la notion d'anti-héroïne avant de se mettre à écrire le livre, mais du coup, on est tout de suite parti de la définition de l'anti-héros pour créer cette définition-là qui est du coup un personnage féminin qui est loin d'être parfait et qui est parfois même dérangeant d'un point de vue moral ou dans son rapport avec les autres. Mais cet aspect dérangeant est particulièrement jouissif pour nous. Et d'ailleurs, ça, je pense que c'est quelque chose qui est différent de la manière dont on conçoit les anti-héros, puisque c'est pas toujours leur aspect le plus dérangeant que les gens apprécient le plus, je pense. C'est aussi souvent leur côté héroïque, malgré leur morale un peu trouble, etc. Alors que pour nous, les anti-héroïnes, en tout cas celles qu'on a mis dans le bouquin, si on les aime autant, c'est pour leurs défauts. Et notamment pour leurs défauts de féminité, c'est-à-dire qu'elles échouent à certaines règles absolues de la féminité, et c'est pour ça qu'on les trouve particulièrement jouissives. Je pense que c'est ça un peu la grosse différence avec les anti-héros qui, même s'ils sont moralement troubles et détestables par plein d'aspects, en fait, ils sont définis par leur masculinité souvent. C'est-à-dire que Don Draper, c'est quelqu'un d'assez secret, de très beau, qui enchaîne les meufs, qui ment un peu à tout le monde, mais qui a une sorte de bravade dans sa façon de se comporter. Tony Soprano,
C'est un meurtrier et quelqu'un d'assez sanguinaire, mais en même temps, il a un côté hyper attachant. Et en fait, le personnage du mafioso, c'est un personnage qui est ultra admiré dans la pop culture. Le personnage de l'homme d'affaires un peu ténébreux et taciturne, il est ultra admiré aussi. Et en règle générale, en fait, les défauts de ces anti-héros sont très masculins et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles ils sont admirés par un public qui leur voue un certain culte, quoi. Alors que les anti-héroïnes, justement, comme tu dis, elles déconstruisent complètement et elles vont à l'encontre de la féminité traditionnelle. Même celles qui sont d'apparence féminine bousculent un peu les codes du féminin idéal. Je pense que ce qui est intéressant avec les anti-héroïnes, et c'est ce qu'on a vu en écrivant le livre, il y a beaucoup plus de profils d'anti-héroïnes que de profils d'anti-héros qui se ressemblent un peu au final assez tous par certains aspects, alors que les anti-héroïnes, on a pu établir une typologie beaucoup plus large parce qu'il y a tellement de restrictions et de demandes qui sont faites aux femmes et d'exigences qu'il y a énormément de façons de les détruire ou d'aller à leur rencontre, quoi. Quand les éditions Pérégrine nous ont approchés pour le livre, à la base, ça devait être un petit éloge des héroïnes de série. Et on était tout de suite vachement partante, parce que parler de femmes dans les séries, ça nous passionne. Et en faisant la liste, on s'est vite rendu compte que on en avait un peu marre d'écrire sur Buffy, même si on adore Buffy. Et même si on avait beaucoup de choses à dire sur des personnages comme Scully ou Buffy ou d'autres, on avait l'impression d'avoir déjà tout lu sur elle, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient plus imparfaites, justement, sur lesquelles on avait envie d'écrire. Donc, on a construit ces personnages par rapport aux anti-héros masculins, enfin, cette catégorisation, mais aussi par rapport aux héroïnes et au poncif de l'héroïne badass qui s'est vachement développée dans les années 2000-2010 et qui a été une révolution à la télé parce que ça a été... enfin, on avait des femmes qui menaient des séries et qui les menaient en étant des héroïnes d'action hyper drôles, qui n'étaient pas ultra féminines ou des choses comme ça. Oui, c'était les femmes de la trilogie du samedi voilà, qui, exactement. En plus, ont beaucoup participé à notre construction aussi. Mais en fait, cette révolution a s'est vite transformée aujourd'hui en recette un peu marketing de certaines séries. Et c'est vrai qu'on avait un peu envie de parler des personnages qui sont moins admirables au premier abord, comme Cordelia, par exemple, dans Buffy, mais qui, au final, sous cette couche peut-être, moins admirable, le sont tout autant par d'autres aspects, quoi, ou avec lesquels on peut s'identifier d'autant plus. Oui, on a souvent parlé dans ce podcast, je crois, de June de The Handmaid's Tale qui nous sort un peu par les yeux, et par les trous de nez et par tous les orifices. Parce que justement, elle n'est pas faible comme l'héroïne du livre qu'on avait beaucoup aimé, mais qu'elle est tout le temps en train de fixer la caméra avec un air de défi, que rien ne lui fait peur et qu'elle est tout le temps, elle a toujours une répartie et qu'en fait, ce genre de personnage nous agace de plus en plus parce que tu l'as très bien dit, c'est une autre injonction et en plus, c'est une injonction qui est viriliste. C'est-à-dire que c'est le courage malgré tout, ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais montrer d'émotion. Or, tout ce qui est considéré comme typiquement plus féminin comme l'émotion, on n'estime pas forcément que ce soit un défaut. Et c'est aussi ça dont on aime parler avec les personnages qu'on aime bien. Pour vous décrire la scène, on était toutes les deux dans l'Eurostar pour aller à Londres et on a commencé à faire une liste de toutes les héroïnes dont on voulait parler pour envoyer un plan aux éditrices. Et pendant qu'on était en train de parler, déjà on s'est dit, il y en a trop, comment on va s'en sortir? Ça va être une encyclopédie. Et il y en a une ou deux où tout de suite, le ton de notre voix montait et on se disait « Ah ouais, non mais il faut absolument parler d'elle, il faut absolument parler d'elle ». Et à chaque fois, tout de suite, on en parlait en disant « Ouais, mais elle, c'est parce qu'elle est tordue. Elle, c'est parce que c'est vraiment une mauvaise mère et c'est révolutionnaire que ce soit une mauvaise mère. » Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que les personnages qui nous enthousiasmaient le plus dans la liste, c'était pas les Buffy, les Dana Scully, etc., que c'était Elizabeth Jennings de The Americans, Nora Durst de The Leftovers, parce qu'elles étaient bizarres, pas souriantes, tout ça. Et c'est là que je sais plus laquelle de nous deux, c'est sans doute toi, qui a dit en fait on devrait pas faire les héroïnes, on devrait faire les anti-héroïnes. Et donc on est revenu voir les Pérégrines en leur disant est-ce que ça vous va? Et elles ont été super puisqu'elles ont tout de suite suivi l'idée et encouragé cette idée-là. Et on a commencé à faire une liste de tous les personnages féminins les plus tordus auxquels on pouvait penser. Et je pense que l'avantage aussi, c'était que ça nous a permis, comme tu le disais avec Cordelia, de faire un pas de côté sur certaines séries cultes et de pouvoir parler de personnages auxquels on accorde souvent moins d'attention. Et donc on s'est dit que ce serait vraiment chouette de défendre Charlotte de Sex and the City, dont on n'aime pas trop parler généralement parce que c'est la plus coincée. Ou moi j'étais contente de parler de Carol dans The Walking Dead, alors que Michonne c'est l'héroïne badass dont on parle le plus souvent. Et donc ça c'était vraiment chouette aussi de parler des petits personnages entre guillemets et nous de leur accorder la place des grands personnages. Et on s'est vite rendu compte en faisant la liste que même si on avait déjà anglais en fait le propos, il y en avait énormément.
Aussi parce que je pense que notre définition d'anti-héroïne est peut-être, certains vont peut-être la trouver vaste, mais on va la défendre. Mais en tout cas, en fait, ce qu'on a rapidement fait, c'est qu'on les a rapidement, même c'était dans le voyage en train toujours, on a commencé à les classifier un peu et on s'est dit qu'en fait, elles correspondaient à des gros clichés misogynes souvent, soit parce qu'elles les déconstruisaient ou soit parce qu'elles avaient été écrites selon ces clichés, mais qu'en même temps, en existant et en évoluant dans la série, elles réussissaient à soit se réapproprier ce cliché, soit le déconstruire aussi. Soit permettre à la télévision de passer à l'étape d'après. Oui. Par exemple, Kimberly Shaw dans Melrose Place, c'est un personnage qui a été vraiment écrit de manière hyper misogyne. C'est une hystéro, quoi. Ouais. Et une psychopathe. Mais en fait, je pense qu'il fallait passer par Kimberly pour qu'ensuite on ait des personnages plus sains sur la représentation de la santé mentale, tout ça. Donc même quand elles sont atrocement écrites, elles ont permis de faire un pas en avant pour la suite de l'histoire des séries, quoi. Oui, et puis ce qu'il faut dire, aussi bien pour Kimberly Shaw ou je pense aussi à Nellie Olson, qui est dans le livre, qui est dans le chapitre des pestes, c'est que c'est des personnages qui, évidemment, sont écrits de façon un peu à la truelle et de façon misogyne et caricaturale, enfin pour Nellie Olson en tout cas dans les premières saisons, mais elles sont hyper fun à regarder et ça c'est aussi un autre aspect des anti-héroïnes qu'on a adoré explorer, c'est que juste c'est beaucoup plus fun de regarder quelqu'un de déviant, de parfois méchant, mesquin. C'est beaucoup plus jouissif de regarder ça à la télé que de regarder quelqu'un qui est héroïque tout le temps, quoi. Ouais, enfin, je pense que les deux ont clairement Oui, bien sûr. un attrait, mais c'est vrai que si on le rapporte à la féminité, alors qu'en vrai, je suis sûre que c'est ce que les gens trouvent dans Walter White aussi, c'est qu'ils aiment bien le voir désobéir aux règles, tout ça. Mais nous, en plus, on y voit quelque chose de féministe aussi. Et de subversif. Voilà, même pour les personnages qui, on l'a dit, ne sont pas écrits comme des étendards féministes. C'est juste tellement jouissif. Et je pense que si notre définition d'anti-héroïne est très large, c'est aussi parce que on nous a toujours appris que le moindre défaut qu'on pouvait avoir, même en étant parfaite à 99,9%, était une injure, en fait. Ce qu'on est, hein, on est parfaite à 99,9%. Exactement, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, juste, tu peux avoir un personnage le plus parfait possible ou toi, avoir l'impression que tu es toujours parfaite. Et si un jour, t'as pas mis de mascara, on va te dire « Oh là, t'as l'air fatiguée aujourd'hui ». Et c'est pénible. Et donc, en fait, ces personnages féminins-là, effectivement, peut-être que pour vous, certains personnages dont on va parler ne sont pas des anti-héroïnes. Mais pour nous, même le moindre petit défaut qu'elles ont, en fait, c'est déjà subversif parce qu'on n'est jamais autorisé à avoir des défauts quand on grandit en tant que femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chapitre, c'est le chapitre des coincés. Toutes les femmes du chapitre des coincés sont des exemples presque parfaits de féminité, en fait. Elles répondent à tous les codes de la féminité. Il y a Charlotte York, donc de Sex and the City. Il y a Monica Geller. Il y a Brie Vanderkamp de Desperate Housewives. Diane Chambers de Cheers et aussi Molly Carter de Insecure. Et toutes ces femmes-là, en fait, elles passent leur vie à cocher toutes les cases de la féminité telles qu'on leur a inculquées. Donc, elles s'habillent de façon féminine, elles savent tenir leur maison, elles savent mener leur carrière, souvent, elles s'occupent des gens autour d'elles, elles sont maternantes. Elles font jamais d'éclat. Elles font jamais d'éclat et elles sont dans le contrôle constant. Et en fait, c'est ça qui leur est reproché. C'est-à-dire qu'après, elles deviennent des sortes d'images glacées qui sont beaucoup trop coincées, en fait. Et quand on voit ça, on se dit, on ne peut vraiment jamais gagner. C'est-à-dire que même quand on coche toutes les cases de ce qu'on nous a appris, eh ben, on va nous le reprocher aussi parce qu'on ne sera pas assez cool. Et donc, il y a cette espèce de tension qu'on trouvait hyper intéressante à explorer aussi à travers des personnages comme ça qui... même si elles correspondent à un idéal féminin, montrent à quel point cet idéal féminin est oppressif. Pour aller encore plus loin sur le chapitrage, on nous a demandé parfois pourquoi on avait choisi de tels titres, parce qu'il y en a qui peuvent choquer, puisqu'on a un chapitre accordé aux traînées, un chapitre accordé aux hystériques, et donc ça peut peut-être choquer plus que celles qu'on a appelées les mauvaises mères ou les revêches, mais en fait, tu l'as très bien dit, c'est juste parce qu'on estimait que tous ces personnages-là pouvaient rentrer dans ces catégories-là, et que c'est même cet aspect-là qui nous paraissait jouissif ou subversif ou intéressant chez elles. Parfois, elles sont qualifiées comme ça dans la série. On leur dit qu'elles sont hystériques, on leur dit que ce sont des traînées, des mauvaises mères, des repoussoirs, etc. Et parfois, elles sont qualifiées comme ça par les fans de la série, où on dit que Charlotte, c'est toujours la coincée. Et donc, on s'est dit que c'était des appellations qui pouvaient peut-être choquer, mais qui en même temps illustrent très bien que les insultes qu'on fait le plus souvent aux femmes sont des insultes genrées. Parce que si on faisait un livre sur les anti-héros masculins, on n'aurait pas d'hystérique, on n'aurait pas de traînées, on n'aurait pas de mauvais père, ou peut-être mauvais père, mais
Mauvais père, oui. Ouais. Criminel aussi. Mais... Voilà, c'est ça. Mais en fait, et c'est aussi très genré du coup chez les hommes, c'est-à-dire que c'est toujours un rapport à la violence, à la criminalité, tout ça. Mais pour nous, c'était aussi pour pointer du doigt ces injures qui sont sexistes et qu'on va toujours utiliser pour critiquer les femmes qui ne cochent pas tous les critères de la féminité parfaite. Et donc de dire, bah oui, en fait, juste aimer le sexe. Si vous considérez que c'est être une traînée, bah à ce moment-là, oui, ces personnages-là sont des traînées. Donc c'est une manière aussi de se réapproprier un petit peu l'imperfection de ces personnages et de dire que, bah oui, être une mère parfaite, c'est une injonction. Et donc, bah nous, on veut défendre les mères indignes. Et avoir un rapport à la sexualité qui soit à la fois prude, mais en même temps décoincé et sensuel, c'est une injonction. Et donc, nous, on veut récupérer le fait d'être une traînée. Et donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a construit ce chapitrage. Il y a eu 2 chapitres qui ont été un peu difficiles à nommer. C'est ceux sur lesquels on s'est le plus pris la tête parce qu'en en fait, on sentait que ces anti-héroïnes appartenaient les unes avec les autres, mais on savait pas vraiment comment les nommer les chapitres. Il y a les repoussoirs parce qu'en fait, à la base, c'était les moches. Mais elles sont pas toutes moches en fait dedans. Ce qu'elles ont, c'est qu'elles elles sont repoussantes en fait. Et ce qu'on voulait aussi éviter avec le titre de ce chapitre, c'était de laisser l'impression qu'on avait un jugement sur l'apparence physique des actrices et pas des personnages. Parce qu'en fait, il y a certaines actrices dont le personnage est écrit comme moche ou comme repoussant, mais ça veut évidemment pas dire que les actrices en question sont moches. Liz Lemon, dans 30 Rock, elle est considérée comme repoussante à plein d'égards, mais jamais on sous-entend que Tina Fey est moche. Et c'est pareil avec Lena Dunham, elle est pas du tout moche, mais Anna Horvath dans Girls, elle est considérée comme repoussante. Donc c'est pour faire la distinction. Et elles sont écrites comme repoussantes aussi, c'est-à-dire que Liz Lemon, elle est écrite comme quelqu'un qui, pendant tout un moment, son sac de gym pue tellement qu'elle l'utilise comme arme pour se défendre contre quelqu'un. Enfin, elle montre le côté un peu dégueu que peut avoir aussi les femmes, c'est-à-dire qu'il y a toute une pression autour de la féminité parfaite, justement, de faut jamais péter, faut jamais puer, faut jamais... Et Liz Lemon a déconstruit tout ça, donc on trouvait ça intéressant, mais elle est écrite comme repoussante sur ces aspects-là. Il y a Martha Hanson aussi qui est dans The Americans, qui pour le coup est repoussante par son côté, elle a tellement envie d'être aimée et de trouver l'amour que ça en devient une blague, mais elle devient très émouvante au fur et à mesure. Enfin, tous les gens qui ont vu la série savent que pauvre Martha, quoi. Mais elle appartenait un peu à ce chapitre, quoi. Oui, et en même temps, dans la série, quand on la voit, elle est souvent mise en opposition avec Elisabeth, puisqu'elle partage la vie du même homme toutes les deux. Et elle est quand même un petit peu décrite parfois ou moquée pour son côté ingrat. Et je pense que c'est pas que son désir d'amour, mais aussi physiquement, en fait. Elle est un peu, voilà, elle a les jupes qui arrivent en dessous du genou, etc. Et donc, encore une fois, l'actrice est très jolie. Mais le personnage de Martha est écrit comme... une dondon, quoi. Ouais, voilà, une dondon un peu moche et dont les mecs du bureau se moquent et qui ne fait pas le poids face à Elizabeth Jennings, qui est un canon, quoi. Et l'autre chapitre, et ça, je crois que c'est le chapitre qui a été le plus dur à nommer, et c'est aussi parce que c'est nos préférés, en fait. C'est celui qui nous tenait le plus à cœur, et c'est celui qui a lancé la démarche des anti-héroïnes, en fait. Et en même temps, on savait pas... Pour nous, c'était juste des anti-héroïnes, donc on savait pas quel nom leur donner, quoi. Elles avaient tellement... La plupart d'entre elles pourraient appartenir à plusieurs chapitres. Alors, pour en citer quelques-unes, il y a Elizabeth Jennings, donc de The Americans, qui, malgré toute sa beauté, est une anti-héroïne à bien des aspects. Il y a Camille Pricker de Sharp Objects. Il y a Annalise Keating de How to Get Away with Murder et Hélène Bénès de Seinfeld et Nora Durst de The Leftovers. Et en fait, ce qui les unit à toutes, et c'est pour ça qu'on a fini par les appeler les revêches, c'est qu'elles sont, en anglais, le mot qui nous venait tout le temps, c'est prickly, qui s'y frotte, s'y pique, quoi. C'est un peu... elles envoient péter très facilement et elles sont pas douces du tout. Elles sont même à l'opposé de la douceur. Et elles sont très peu souriantes. Exactement. Enfin, Hélène Bénès est assez souriante, mais elle accommode très peu, elles accommodent très peu les demandes et les exigences de douceur et de bienveillance et de féminité des gens autour, quoi. Et c'est ça qu'on trouvait très intéressant chez elle. Juste pour revenir un peu, en fait, on s'est réparti le travail. Ça a été parfois compliqué. Enfin, pas compliqué vraiment, parce qu'au final, ça a coulé assez de sources. Mais on s'est réparti les anti-héroïnes après qu'on ait fait la liste. T'en as écrit la moitié, j'en ai écrit la moitié. Il y en avait certaines qu'on voulait toutes les deux écrire, donc on a fait des arbitrages. Mais du coup, quelles sont les anti-héroïnes que t'as le plus aimé écrire, toi ? C'est assez compliqué parce que
J'ai aimé toutes les écrire. Et j'ai détesté toutes les écrire parce que ça a été un processus parfois compliqué. Mais je pense que les plus fun, en tout cas, à écrire, c'était les personnages les plus fun. Et donc, Samantha Jones de Sex and the City, c'était aussi tout de suite, très tôt dans les conversations, une de celles auxquelles je tenais le plus parce que c'est, je pense, un de mes personnages féminins préférés de tous les temps et que je savais exactement ce que je voulais dire sur elle. C'était comme si, en fait, j'avais mûri un peu ce texte depuis 15 ou 20 ans. C'est un de mes textes préférés du livre. Merci. Non, c'est vrai. Et elle est fun, en fait. Et donc, c'était juste l'occasion d'écrire en utilisant son humour à elle et ses blagues à elle. Donc, ça nous facilite la tâche parce qu'en fait, on a moins la pression du texte à écrire parce que juste, il suffit de dire comment elle se comporte et les blagues qu'elle fait. Te dévalorise pas parce que ton écriture est aussi très drôle. Enfin, tu l'appelles une gourgandine révolutionnaire. Donc, et puis, il y a un côté émouvant aussi à la fin quand t'en parles parce que tu dis cette gourgandine révolutionnaire qu'on suivait sur M6 à une heure où nos parents dormaient profondément n'était peut-être pas le modèle dont ces derniers auraient rêvé pour nous. Mais pour les jeunes filles encore en construction que nous étions, l'accomplissement, le caractère et la force de Samantha ont été une réelle inspiration. Do you have sex? Yes. Do you have oral sex? Give, receive? Yes. Yes, yes. Do you have anal sex? Yes. How many sexual partners have you had? I'm counting. This year? Il y a d'autres personnages où ça a été plus compliqué, mais celui-là, ouais, c'était vraiment comment faire passer un truc que je ressens sur ce personnage depuis que j'ai 11-12 ans. Donc, c'est extrêmement difficile parce que ouais, y a une mélancolie, enfin une nostalgie par rapport à ce personnage et en même temps, elle est drôle. Et après, j'avoue que j'ai pris un très grand plaisir à écrire une partie du chapitre sur les psychopathes. Parce que... Tu as écrit une majorité du chapitre sur les psychopathes. Voilà, je crois que j'aime vraiment beaucoup ces personnages-là. Donc, il y a Carol de The Walking Dead, il y a Kimberly de Melrose Place, et il y a aussi Jenny Schechter de The L-Word et Villanelle de Killing Eve. Et en fait, elles sont juste tellement fun et tellement jouissives dans leur violence et leur débordement. C'est-à-dire que c'est celles qui vont le plus loin, je pense, dans tout le chapitrage qu'on a fait. Enfin, c'est des psychopathes, quoi. Elles tuent des gens. Et donc, ça, c'était vraiment très, très marrant à écrire. Ouais, et puis voir des femmes se réapproprier la violence, qui est quand même un domaine qui est dans l'imaginaire collectif beaucoup plus masculin. Il y a quelque chose de tellement subversif que c'est très fun à regarder, quoi. Ouais, c'est clair. Betty Draper, c'est un de tes textes que j'ai le plus aimé. Il m'a fait pleurer même. C'est très, très émouvant. C'est un personnage qui a été un peu honni par les fans et qui est détestable par plein d'aspects, mais qui en même temps est profondément émouvant parce qu'elle est très vulnérable et que c'est juste une petite fille qui n'a pas su grandir, quoi, et qui du coup ne devrait pas être mère. Ou qui ne sait pas être mère en tout cas, et tu le montres très bien, et surtout quand tu parles de sa fin dans la série, c'est vraiment bouleversant. C'est vraiment ce que j'espérais faire avec ce texte, et c'est vrai que c'est le personnage de tout le livre pour lequel j'ai le plus d'affection, c'est Betty Draper. Je pense que je ressens un truc vraiment protecteur envers elle aussi, parce qu'il y a plein de gens qui la trouvent chiante, et pour moi, c'est juste un petit oiseau blessé. Et toi, c'est qui celle que t'as préféré écrire ? Déjà, il y a Rachel de Friends, ce qui ne va pas étonner les gens qui ont écouté Amy. Ce qui les étonnera peut-être, c'est le fait que Rachel soit considérée comme une anti-héroïne. C'était peut-être pas une évidence au début, mais en fait, Rachel, elle est dans le chapitre des superficiels. Et j'ai beaucoup aimé l'écrire parce que ça m'a permis de parler d'un stéréotype qui est très présent dans la pop culture américaine. C'est celui de la Jewish American Princess, donc la princesse juive américaine, qui est un stéréotype qui est né dans les romans des écrivains juifs américains à l'origine, dans les années 50. Donc Philip Roth, par exemple, dans Goodbye Columbus, il a un personnage qui s'appelle Brenda, qui est le prototype de la princesse juive américaine. La princesse juive américaine, c'est souvent, elle s'est fait refaire le nez, c'est un peu la blague. Et c'est le cliché de la jeune fille qui s'est assimilée à la culture américaine, où il y a souvent chez les auteurs masculins une forme de jalousie un peu aussi, parce que à travers le consumérisme qui était la grande valeur américaine des années 50-60 et même un peu d'aujourd'hui quand même, elle a réussi à s'assimiler alors que eux n'ont pas toujours réussi à franchir ce cap. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se considèrent. Et du coup, il y a une admiration teintée de mépris dans la façon dont ils écrivent ces personnages. Et c'est des personnages après qui sont rentrés dans la pop culture. Char Horowitz dans Clueless, par exemple, c'en est une. Gretchen Winter dans Mean Girls aussi. Toutes les blagues autour d'elle et son père qui a inventé le toaster strudel, ce genre de choses. Dans Dirty Dancing, la sœur aussi de Baby, c'en est une aussi, de Jap, c'est le surnom. Et c'est un cliché qui charrie beaucoup de stéréotypes sexistes et antisémites. Mais il y a beaucoup de jeunes femmes juives américaines qui se sont réappropriées ce cliché aussi. Il y a eu un très long article dans Vox il y a quelques années qui analysait ce stéréotype qui était hyper intéressant. Et Rachel, en fait,
Ça surprendra peut-être quelques personnes, beaucoup de personnes même, de savoir qu'elle est juive, mais il y a plusieurs références à ça un peu cachées dans Friends, et les créateurs de Friends ont déclaré eux-mêmes au Jewish American Telegraph qu'elle était juive, ils l'ont confirmé. Et en fait, elle correspond totalement à ce cliché, c'est-à-dire qu'elle est superficielle, consumériste, elle s'est fait refaire le nez, toutes les blagues autour de Rachel, c'est ça. Et ce que j'adore dans son personnage, et c'est pour ça que j'ai autant aimé l'écrire, c'était de déconstruire ce cliché, mais aussi le fait qu'en fait, c'est celle qui va le plus progresser dans Friends, c'est celle qui va le plus gagner en autonomie, en indépendance, en intelligence aussi et en profondeur. Et en même temps, elle va jamais renier ses passions superficielles et futiles. Et en tant que personne, moi-même, superficielle et futile, tout en étant plein d'autres choses, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé chez elle, avec lesquelles je m'identifie. Et du coup, j'ai beaucoup aimé faire cet éloge de Rachel. Bah, c'est marrant parce que quand on a commencé Amis, au tout début, et que j'ai découvert Friends, c'était celle que j'aimais le moins, et donc je pense que ça confirme totalement, et ça paraissait surprenant pour certains d'entre vous, mais pour moi ça confirme le côté anti-héroïque parce que je la trouvais agaçante. Et en fait, j'ai appris à l'aimer au fil des saisons, et aussi parce que tu la défendais très bien et que ça se voyait déjà à ce moment-là que tu avais vraiment une passion pour ce personnage. Et du coup, moi j'ai adoré te lire dessus parce que déjà toute l'histoire de la Jap, tu m'en avais déjà un petit peu parlé, mais je trouvais ça hyper intéressant, et je pense que justement ça aussi c'est une preuve de l'idéal de perfection totalement inatteignable qu'on a, c'est-à-dire que même un personnage comme Rachel qui est belle, sympathique, drôle, tout ça, on peut trouver des trucs à critiquer chez elle, et c'est le fait qu'elle utilise la carte bleue de son père et qu'elle adore les fringues, et donc je trouve que c'est très bien de réhabiliter aussi des personnages de superficiels, parce qu'après tout, pourquoi aimer les fringues devrait être un défaut, quoi. Bah oui. Une note que j'ai beaucoup aimé écrire, il y a un petit thème chez moi, toi c'est les psychopathes, moi c'est les superficiels ou les pestes. Cordelia, je l'ai mentionné déjà plusieurs fois dans l'épisode, mais vraiment ça a été un bonheur de l'écrire parce que je crois que c'est mon personnage préféré dans Buffy, qu'elle a été très maltraitée dans Angel, et que toute sa trajectoire en fait dans Angel et même dans Buffy en fait, elle doit payer pour ses erreurs parce elle commence comme une peste en fait, c'est la méchante du lycée et c'est même la principale antagoniste alors que Buffy combat des démons, mais c'est aussi une des principales sources de comique parce qu'elle est extrêmement drôle et elle a un sens de la répartie vraiment inégalable. Excuse me, I have to call everyone I have ever met right now. Look, Buffy, you may be hot stuff when it comes to demonology or whatever, but when it comes to dating, I'm the Slayer. Cordelia! What? Why does everyone always yell my name? I'm not deaf, and I can take a hint. What's the hint? This is great. There's an unkillable demon in town. Angel's joined his team. The Slayer's a basket case. I'd say we've hit bottom. I have a plan. Oh no, here's a lower place. Mais dans Angel, elle va souffrir, alors qu'au fur et à mesure de Buffy, elle va quand même risquer sa vie de nombreuses fois pour sauver l'humanité, pour sauver son groupe d'amis, et elle est toujours rejetée parce qu'on la renvoie toujours au fait qu'elle a été méchante à un moment ou à un autre. Et dans Angel, spoiler alerte, elle a vraiment une fin qui est horrible en fait, et qui est une insulte à ce personnage, et qui s'inscrit aussi dans des circonstances où il y avait une histoire aussi de harcèlement et d'abus envers Charisma Carpenter. C'est ce qu'elle a raconté. Elle a dit que son licenciement était abusif et que Joss Whedon s'était très mal comporté avec elle. Exactement, et on le sent en fait. On sent une espèce de méchanceté et de cruauté envers ce personnage et d'acharnement. Et j'avais vraiment envie de la défendre, et c'est un personnage que j'adore, je suis même émue en parlant. Mais non, mais c'est vrai parce que je trouve qu'elle a été très injustement traitée et qu'elle méritait mieux. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as fini le texte sur Cordelia. En plus, je me souviens, tu n'étais pas sûre au début de le garder. C'était un peu une déclaration d'amour au personnage, et en même temps, c'est le principe du livre, mais je me demandais si c'était trop, quoi. Mais oui, en fait, je l'aime beaucoup, cette fin aussi. T'as écrit « Dans une réalité alternative qu'on se plaît à imaginer, Cordelia a laissé tout vampire et démon derrière elle en quittant Sunnydale. Elle est partie étudier à Columbia, l'université new-yorkaise où elle avait été acceptée. Elle a trouvé un groupe d'amis qui l'estiment et apprécient son humour et son franc-parler. Elle n'a aucune vision horrible qui la tient éveillée. Elle ne risque pas sa vie toutes les semaines pour exorciser son passé de mean girl et ne meurt pas dans sa vingtaine. Et si elle gagne bien sûr en maturité au fil des années, elle ne perd jamais son honnêteté et sa part rafraîchissante de superficialité. » Et je trouvais que c'était vraiment cool de réécrire la fin horrible que ce personnage a subie. Je pense que ça a été un peu thérapeutique parfois pour nous d'écrire le livre, parce qu'on pouvait vraiment déclarer notre amour à certains personnages, réévaluer parfois certains personnages, et là, limite réécrire l'histoire, et je trouve que j'avais trouvé ça très beau. C'est un schéma récurrent qu'on a trouvé dans les héroïnes dont on parle dans ce livre, c'est que beaucoup d'entre elles doivent payer.
tout le temps. Mhm. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est assez perturbant quand on finit par faire ça pendant des mois et écrire que sur des personnages comme ça, de se rendre compte que certaines d'entre elles, notamment les traînées, ou celles qui ont une sexualité un peu plus débridée, on va dire, sont atteintes par des maladies graves ou mortelles, comme Jen dans Dawson. Ça, c'est un cas d'école aussi, on en avait parlé dans un autre épisode sur Dawson, mais voilà, on a vraiment l'impression qu'elle doit payer pour la sexualité qu'elle a eue. C'était aussi le cas de Gabby dans Desperate Housewives, où on a l'impression que sa superficialité doit toujours être rachetée, qu'elle doit s'excuser sans cesse de ça, comme si c'était un crime qu'elle avait commis. Ouais, et puis prouver sa profondeur, quoi, tout le temps, alors qu'elle est en train de s'occuper de son mari qui est devenu aveugle et qu'elle a perdu toute sa fortune, mais elle doit quand même continuer à prouver. Après, bon, ça fait partie des ressorts dramatiques de la série, mais oui. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a chez certains personnages soit une abnégation qui est totalement démesurée, comme s'il fallait contrebalancer sans cesse le fait qu'elles auraient ces petits défauts, parce que parfois, c'est quand même des petits défauts, soit qu'il faut vraiment leur faire payer par une souffrance absolue ou une menace atroce ou une maladie ou une mort, leur sexualité et leurs défauts. Et ça, c'est assez douloureux de trouver ça dans autant de personnages qu'on aime à la télé. C'est laquelle celle dont tu es le plus fier ? J'ai beaucoup aimé écrire Camille Pricker de Sharp Object et j'étais assez contente parce que j'ai trouvé qu'en fait elle faisait figure un peu de sorcière. J'ai retrouvé en fait pas mal de ce qui fait la sorcière dans l'imaginaire collectif et même de ce dont parle Mona Chollet dans son livre, dans le personnage de Camille Pricker qui s'habille tout le temps en noir, qui a des phénomènes d'autodestruction, qui se tient en retrait de la communauté, qui a en même temps une vision très lucide de ce qui se passe dans cette communauté-là et qui est vilifiée par justement cette petite ville pour son côté différent. J'ai beaucoup aimé revisiter ce personnage sous ce prisme-là, je trouvais ça intéressant. On avait fait un épisode il y a très longtemps sur Sharp Objects. Et vraiment, je vous encourage à le réécouter et surtout à regarder cette mini-série qui est incroyable et qui fait partie de nos grands classiques à toutes les deux. Et une autre, c'est Lois de Malcolm, que j'ai beaucoup aimé revisiter parce que en fait, c'est un personnage comique et qui est un peu une hystéro. Enfin, elle est définie par le fait qu'elle est tout le temps en train de hurler et de mener une guerre constante à ses enfants. Au revoir, maman. Dis bonjour à Francis. Oh, attendez. Alors, vous avez de l'argent pour manger, vous avez tous les numéros en cas d'urgence, on rentre dimanche vers 9h, mais avant que j'oublie... C'est le seul objet dans cette maison qui a encore un peu de valeur. Je ne veux pas passer ces 2 prochains jours à me demander comment il va être cassé, où vous allez cacher les morceaux et quel mensonge vous allez inventer quand je vais revenir. Alors... Voilà. Maintenant, je pars tranquille. Et j'ai bien aimé la revisiter sous l'angle de la charge mentale. Elle s'occupe de ses 5 fils, 4 au début, 5 après, et de son mari aussi, qui est joué par Bryan Cranston, qui a aussi joué Walter White. C'est quelque chose qui est toujours tourné à la rigolade dans Malcolm, alors que pour moi, c'est assez sérieux, la pauvre. Elle travaille comme une folle dans un supermarché en faisant des heures sup, alors que son mari, lui, prend tous ses vendredis off depuis des années sans lui dire. Et tout ça, c'est tourné toujours en blague, alors que juste, je la plains, quoi. Même si Malcolm me fait mourir de rire, j'avais envie un peu de souligner à quel point cette femme est maltraitée quand même. Ce qui a été très plaisant pour nous quand on parle d'anti-héroïne, c'est de montrer aussi que ces personnages-là sont dignes d'analyse. Et je pense que Lois de Malcolm, il y a plein de gens qui se diraient qu'elle ne mérite pas forcément un chapitre dans un livre qui se veut sérieux sur les anti-héroïnes, alors qu'en fait, si, c'est pas parce que c'est un personnage de série comique qu'elle mérite d'être analysée avec autant de sérieux que Walter White, justement, ou Tony Soprano. Je trouve que ça, c'est très, très chouette. Et moi, je pense que celle que j'étais fière de défendre dans le livre, c'est même pas en plus des personnages qui font partie de mes préférés, mais je pense que c'est des personnages comme Charlotte de Sex and the City ou Faith dans Buffy, auxquels on n'accorde jamais trop de réflexion, je pense. Et c'était même un défi pour Charlotte. On s'était dit, moi je voulais tout de suite faire Samantha, et après on s'est dit, si on doit faire les anti-héroïnes, en réalité, celle que les gens aiment le moins dans Sex and the City, c'est souvent Charlotte. On veut surtout pas être comparé à elle. Ouais, c'est ça. On a pris ça même comme un challenge, de se dire comment on peut défendre Charlotte et le fait que c'est une anti-héroïne. Et donc c'était un exercice de rhétorique en fait qui était assez plaisant. Et moi, je pense que je suis très fière d'avoir écrit sur Skyler White aussi. On lui a accordé un chapitre entier qui est intitulé « Les castratrices », mais parce qu'en fait, on partait du principe qu'elle représente juste une tendance très répandue dans la fiction, c'est-à-dire que les femmes sont toujours là soit pour soutenir l'homme qui est le héros de l'œuvre, soit pour présenter un obstacle ou une excuse pour le fait que il commet certains actes irréparables parce que la femme elle est morte ou parce que elle est casse-couille. Et donc là, vraiment, la castratrice, c'était ça. Et Skyler White, c'est un des
personnages les plus détestés de l'histoire des séries télé. Elle a été menacée de mort, harcelée. Les gens lui disaient dans des conférences « Pourquoi votre personnage est une connasse ?» Tout ça parce qu'elle était juste un petit peu choquée que son mari veuille fabriquer de la drogue et mette en danger à la fois elle et ses enfants. Et j'étais vraiment fière de pouvoir écrire sur elle. Et je pense que je dois pas du tout être la première personne à avoir fait ce parallèle, mais il y a un parallèle qui est très fort sur la violence domestique pour moi dans Breaking Bad. Alors que Walt est très rarement violent avec elle physiquement. Mais dans la manière dont il se comporte avec elle, il est très abusif verbalement. Et j'étais contente de pouvoir tourner tout le texte autour de ça, en fait. Et sur le fait qu'on n'avait peut-être pas les outils à l'époque où Breaking Bad a été diffusé pour aimer Skyler autant qu'elle serait appréciée aujourd'hui. Et je pense vraiment que si Breaking Bad sortait là aujourd'hui, elle ne recevrait pas tout le vitriol qu'elle a reçu, en fait, à l'époque, parce qu'on est plus habitué à voir des personnages féminins compliqués. Mais qu'à l'époque, on se disait juste pourquoi elle se met en travers du chemin de Walt, qui est le héros de ma série, et je ne veux pas qu'elle l'empêche de faire quoi que ce soit. Et elle en a pris plein la tronche à cause de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont été particulièrement difficiles à écrire pour toi ? Il y a un chapitre qu'on a rajouté très très tard dans le processus et c'est celui des mauvaises victimes. Parce qu'on s'est rendu compte que faire un livre qui parle de personnages féminins et donc de féminisme et de sexisme à l'écran et qui n'aborde pas la question du viol, c'était assez étrange parce que c'est une question qui est omniprésente dans les réflexions sur le genre, la violence sexiste, etc. Oui, et puis sur les injonctions et les pressions qu'on fait sur les femmes, être la victime parfaite, quand justement chez les victimes, c'est une des plus grosses pressions et des pressions les plus délétères, quoi. Voilà, et c'est ça qui contribue aussi à la perpétuation de la culture du viol, c'est que quand on veut aller porter plainte, on nous demande tout de suite, en gros, on nous met en faute, on nous demande de se comporter, si on avait bu, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'on voulait parler de cet aspect-là et de certains personnages aussi, mais en même temps, c'est compliqué de dire qu'une victime de viol est une anti-héroïne. Et donc, je pense que là, il a fallu trouver vraiment les mots justes pour parler de ce que c'est une mauvaise victime et de pourquoi c'était révolutionnaire pour nous de découvrir notamment Laura Palmer. C'est le personnage sur lequel j'ai écrit dans ce chapitre, qui est donc le personnage de Twin Peaks, dont on a parlé dans la saison 2 d'Amis. Et ce que je trouvais révolutionnaire chez elle, c'est que justement, c'est un des personnages féminins les plus complexes du petit écran et du grand aussi, parce qu'elle a eu droit à Firewalk With Me, qui est un film révolutionnaire. Elle est complexe justement parce que c'est pas du tout une victime parfaite. On la présente comme ça au début et tout ce que fait David Lynch pendant Twin Peaks et dans son film, c'est déconstruire cette image de victime parfaite qu'elle avait. C'était la blonde souriante qui aidait son prochain, qui ne méritait pas, entre guillemets, de mourir. Comme si il fallait être parfaite. Et en fait, lui, il va déconstruire ça et montrer que non, elle était aussi pleine de défauts. Et c'est un personnage qui me touche beaucoup, alors qu'en plus, il est même pas vivant dans l'intégralité de la série Twin Peaks. Et donc voilà, je pense que j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce personnage-là et en même temps, ça me faisait très peur parce que c'est un sujet qui est compliqué et on s'en est rendu compte aussi quand on faisait la saison 2 d'Amis. Donc j'espère que voilà, j'ai réussi quand même à lui rendre hommage. La deuxième partie de ce chapitre, elle a été assez difficile à écrire pour les mêmes raisons en fait que toi aussi, c'est-à-dire que c'est sur Arabella et Seydou de I May Destroy You qui, pour moi, est un des personnages les plus sympathiques de ces dernières années à la télé. Oui, donc on la verrait pas forcément comme une anti-héroïne au premier abord. Mais en fait, en revoyant I May Destroy You, c'était à ce moment-là aussi, on avait cette réflexion, on s'est dit c'est pas possible de ne pas la mettre en fait, de pas l'inclure dans un livre sur la façon dont justement les clichés sexistes sont déconstruits aujourd'hui à la télé et les injonctions sont déconstruites, quoi. Et sur la représentation des femmes, parce que c'est minime et ça n'a rien à voir avec la question du viol, mais je me souviens que toutes les deux, quand on a vu la scène du tampon et de la serviette, l'épisode où Arabella a ses règles, c'était incroyable de voir ça à l'écran. Et donc oui, on se disait comment on peut parler de la représentation des femmes dans les séries télé révolutionnaires et ne pas inclure ce personnage. Oui, c'est ça. Et puis, si Laura Palmer est un peu l'image d'Épinal de la victime parfaite, c'est-à-dire la blonde américaine, lycéenne, populaire, et qui est censée être très pure, en fait, dans l'imaginaire, c'est comme ça, c'est ça qui est déconstruit aussi dans Twin Peaks. Arabella, déjà, c'est une femme noire, c'est une énorme fêtarde, on le voit dans la série. Et qui procrastine. Elle procrastine, elle est accro aux réseaux sociaux. Et encore une fois, elle est extrêmement sympathique, elle est très drôle, mais elle est complètement à l'encontre, justement, de cette image d'Épinal, en fait, de la victime parfaite. Et ce que la série montre, justement, ce qu'elle déconstruit, c'est qu'il n'y a pas de victime parfaite. Ça n'existe pas. De toute façon, ça ne peut pas exister, évidemment. Mais la série, elle s'attache vraiment à montrer qu'il y a énormément de victimes différentes, de façons d'être victime aussi. C'est des façons très personnelles à chaque fois et intimes de vivre un trauma, de le processer. Et c'est ce que la série montre. Et elle est profondément émouvante, bouleversante. Et son personnage est absolument magnifiquement écrit.
Mais on s'est dit que vraiment, elle correspondait au propos de notre livre parce qu'elle déconstruit beaucoup de clichés. Puis c'est un peu l'aboutissement de la réflexion sur la représentation du viol à l'écran, parce que en construisant ce chapitre avec juste ces 2 personnages, on avait aussi quand même une volonté un peu historique, quoi, de raconter l'évolution des personnages féminins dans les séries. Et Laura Palmer a été écrite par un homme et elle est morte avant même que la série commence. Et donc, c'est a posteriori qui va déconstruire un peu son image et montrer pourquoi tout le monde s'est leurré en pensant qu'elle était parfaite, mais ça dit quand même beaucoup. Alors que Arabella a été écrite par une femme, Michaela Coel, qui s'inspire de sa propre expérience, qui la joue. Donc, c'est écrit et réalisé aussi par elle. Oui. Et elle est vivante, en fait, pendant toute la série. Et même donc, le propos de la série, c'est sa reconstruction, en fait. Ce que fait Michaela Coel, c'est dire comment on fait pour continuer, en fait. Comment on fait pour vivre quand on a déjà survécu à ce truc. Et c'est passé par plein d'étapes qui sont ingrates, qui sont douloureuses, qui vont l'éloigner de ses proches, qui vont lui faire péter un câble, qui vont la faire tomber dans d'autres relations pas saines avec les hommes. Et donc, c'est plus dur, je pense, en fait, de faire ce qu'elle a fait que ce que David Lynch a fait, même si, évidemment, vous le savez, j'adore Twin Peaks et je trouve que c'est une œuvre révolutionnaire aussi sur la représentation du viol. Mais donc voilà, c'était vraiment, je pense, compliqué, mais très important pour nous d'étudier cette question-là à travers ces 2 personnages. Ça, c'est un peu le moment où on s'envoie des fleurs. Bon, je vais commencer, moi, par dire que tu m'as fait changer d'avis sur certains personnages. Et je trouve que ça, c'était vraiment l'objectif qu'on avait toutes les 2 avec ce livre. C'était que les gens le lisent et se disent « Ah bah, Skyler, je la déteste, mais en lisant votre texte, finalement, je l'admire ». Et je pensais pas que ce serait le cas, mais en fait, ça a été le cas avec certains personnages que toi, tu as écrits, et notamment Nina Sergeyevna dans The Americans. Dès qu'on a commencé à en parler, tu voulais tout de suite l'inclure dans le livre, et j'étais « Ah, mais moi, elle me saoule. Je l'aime pas ». Et je reconnais que je sais pas si je l'aime beaucoup plus, mais en tout cas, vraiment, tu m'as fait vraiment la voir avec beaucoup plus de profondeur et d'affection, et j'ai vraiment beaucoup aimé ton texte sur elle. Elle est dans les traînées. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, Nina utilise ses charmes pour survivre, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que en fait, ça m'a fait réaliser un petit peu les biais que moi-même j'avais sur certains personnages féminins, et notamment elle. Et en fait, ouais, voilà, t'as vraiment bien expliqué comment elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser cet aspect-là, et que donc c'est un peu même dénigrant pour elle parce qu'elle est toujours ramenée à sa sexualité, et elle a un côté un peu, elle est tout le temps en train de minauder, ce que moi j'aimais pas. Oui, mais parce que c'est son arme, quoi. Voilà, et c'est sa manière de survivre. Et donc je trouve que t'as vraiment bien décrit pourquoi ce personnage est comme ça, et merci. Je t'en prie. Non, mais ce qui est intéressant avec Nina, c'est qu'en fait, il y a énormément de clichés et de clichés sexistes autour justement des courtisanes, des femmes espionnes avec Mata Hari. Alors c'est toujours l'exemple et tout ça, qui utilisent leur charme pour obtenir des informations ou des choses comme ça. Et c'est des clichés extrêmement sexistes et qui négligent totalement le fait que les femmes ne jouaient pas à armes égales, en fait, et qu'au bout d'un moment, utiliser ces charmes, c'était, à une certaine époque, la seule façon d'exister. Il y a beaucoup de shaming, en fait, mais c'est comme la façon dont on considère, en règle générale, le travail du sexe ou des choses comme ça. Enfin, quelqu'un qui utilise justement sa sexualité à des fins qui sont pas amoureuses et romantiques, on va tout de suite la juger. Et c'est ce que fait Nina. Et en fait, moi, je la trouve admirable pour ça parce qu'elle a l'intelligence de le faire, en fait, et elle comprend exactement comment fonctionnent les hommes autour d'elle, et elle comprend comment s'en sortir. Est-ce qu'il y en a que tu as écrites et qui t'ont fait changer d'avis sur même le personnage que tu avais écrit ? Ouais, un petit peu. Bon, changer d'avis totalement, je pense pas. Mais il y en a pour lesquels vraiment écrire dessus et faire les recherches, ça a approfondi mon amour pour elle. Je parlais de Charlotte. Moi, vraiment, j'avais pas envie à la base d'écrire sur elle. Enfin, je le voyais juste comme un défi rhétorique, quoi. Mais ça m'a vraiment donné beaucoup d'affection pour elle. Et en plus, on a revu beaucoup d'épisodes pour préparer à chaque fois nos textes. Et j'ai revu des épisodes qui sont parmi les plus émouvants, où notamment, il y en a un où elle vient de faire une fausse couche, elle a énormément de difficultés à tomber enceinte, et elle refuse d'aller à l'anniversaire du fils de Miranda parce qu'elle dit « je peux pas être à la fête pour un bébé de ma meilleure amie », enfin c'est insupportable. Et finalement, elle est chez elle avec plein de mouchoirs, en pyjama, effondrée en fait par ce qui lui arrive en ce moment. Et elle décide de quand même faire un effort pour sa meilleure amie. Et elle s'habille et elle sort dans la rue. Elle a une robe rose, je m'en souviens. Et il y a cette scène vraiment qui est triomphante, quoi, où elle sort dans la rue. Elle dit voilà, je me rends à l'anniversaire du fils de ma meilleure amie. Et elle arrive et ça me fait pleurer à chaque fois. Et donc j'étais trop contente de me souvenir et de me forcer à me rappeler à quel point Charlotte est un personnage admirable, que c'est pas juste la coincée du groupe.
Hope, que c'est vraiment quelqu'un dont justement en fait les bonnes manières qu'elle a tout le temps et qu'on lui a enseigné, ça donne ce genre de moments qui sont vraiment magnifiques. Et après il y a Daenerys en fait où je pense qu'on était toutes les deux hyper saoulées par la fin de Game of Thrones, on a aussi fait un épisode dessus, et par ce personnage qui honnêtement s'est avéré décevant de plein de manières et caricatural de plein de manières. Et en fait, écrire sur elle, donc on l'a mise dans le chapitre sur les hystériques, ça m'a aussi permis de faire ma paix avec la manière dont elle s'est terminée, qui est un peu injuste pour Daenerys, mais en me rappelant que ce personnage lui-même contenait un potentiel énorme et qu'il a été un peu gâché par les scénaristes à la fin, mais que ça restera quand même hyper subversif d'avoir cette jeune blonde innocente telle qu'on nous la présente dans le pilote, qui en fait devient un tyran sanguinaire et qui explose tout le monde sans raison. Bon, du coup, on vous spoil Game of Thrones, voilà. Hein. Mais je trouve que l'idée était quand même très bonne et donc c'était chouette d'écrire là-dessus, quoi. Moi, c'est Molly Carter de Insecure. C'est aussi une coincée comme Charlotte. Et je pense que c'est les personnages qui nous crispent aussi nous-mêmes les plus. Elles ont un côté tellement dans le contrôle que c'est un peu frustrant de regarder ça. Et je pense que c'est peut-être l'insulte qui nous fait la plus peur. Enfin, dans tous les trucs, tu vois, il y en a aussi d'autres qui sont très profondes, mais je pense que c'est vraiment le truc auquel on n'aimerait pas être comparé. Oui, c'est les coincés du livre. C'est le pire. Aujourd'hui, l'idéal, c'est la cool girl de toute façon. Donc, être une fille coincée, c'est un truc qui, de nos jours, est vraiment très, très mal accepté. Et Molly, dans Insecure, comparée à Issa a ses défauts, mais Molly, elle est vraiment crispante à de nombreuses reprises. Et notamment, la façon dont elle cherche un partenaire, c'est à la recherche d'un partenaire sérieux, doit être accompli, sportif, avoir au moins un diplôme, 2 de préférence, pas d'enfant. Si vous correspondez à cette description, swipez à gauche. C'est ça qu'elle met sur Tinder. Et du coup, c'est vraiment la meuf. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est un peu insupportable. Et en même temps, écrire sur elle, je le savais déjà, mais en fait, te plonger et revoir ces épisodes, tu la regardes avec tellement plus d'indulgence et d'affection. Et puis, il y a aussi tout un aspect, évidemment, c'est elle évolue dans un milieu qui, en grande majorité, surtout au début, avant qu'elle rejoigne sa deuxième firme, c'est une avocate. Elle évolue dans un milieu presque exclusivement blanc. Et on sent qu'elle a cette pression énorme sur ses épaules d'être parfaite dans sa vie privée, d'être accomplie et d'être parfaite aussi dans sa vie professionnelle constamment. Et du coup, elle a un esprit compétitif, elle est dans le contrôle constamment. Mais c'est parce qu'elle a ça qui pèse constamment sur ses épaules aussi. Et c'est vraiment cette idée aussi qu'il y a de Olivia Pope, par exemple, dans Scandal, dont on parle aussi dans le livre. Il faut travailler 2 fois plus pour être considéré au même niveau que tes collègues blancs. Il faut travailler 2 fois plus quand tu es une femme noire, quoi. Et Molly, il y a vraiment ça, et c'est quelque chose de très émouvant et qui est très bien écrit dans Insecure. Quand on considère ça, tout son côté justement hyper coincé devient beaucoup, beaucoup plus attendrissant et admirable. Pendant la promo, on nous a beaucoup parlé des mêmes personnages. On sent un peu qu'il y a des séries qui sont cultes pour beaucoup de gens ou qui sont très populaires en tout cas. Donc les personnages de Game of Thrones dont on parle sont revenus quasi systématiquement. Lois de Malcolm aussi. Livia Soprano aussi, c'est peut-être parce que c'est la première du livre. Du coup, les journalistes qui nous interviewaient allaient pas beaucoup plus loin. Est-ce que toi, il y en a dont tu aurais aimé plus parler justement dans ces moments-là ? Mes préférés, personne m'a interrogé dessus et je trouvais ça dommage forcément, c'était Nora Durst de The Leftovers et Betty Draper de Mad Men. Ton texte sur Betty est très beau. Merci. Et j'aurais aimé qu'on m'interroge sur Jenny Schechter de The L Word, que j'ai placé dans le chapitre des psychopathes. Alors que contrairement aux autres personnages de ce chapitre, elle n'a tué personne, mais elle a quand même fait piquer un chien. C'est assez bon. C'est ça. J'ai beaucoup aimé écrire sur elle parce que je pense que ça a été un personnage qui a été très fascinant pour moi quand je l'ai découverte et quand j'étais en pleine réflexion sur ma propre orientation sexuelle, puisque donc c'est une série qui parle que de lesbiennes. Et Jenny, en fait, elle commence la série en étant caractérisée comme hétéro. Elle est en couple avec un mec, elle emménage dans un quartier de Los Angeles où il y a plein de lesbiennes et elle découvre rapidement son attirance pour les femmes. Quand on démarre la série, on veut s'identifier à elle et moi je m'identifie à elle parce que je suis attirée par les hommes et par les femmes et je me disais waouh, c'est possible en fait, ça existe. Sauf qu'en même temps, très rapidement, on se rend compte qu'elle est horrible et donc c'est compliqué quand c'est la personne à qui on s'est identifié dans la série parce qu'elle est atroce et vraiment il y a un moment où la série jump the shark, donc va vraiment trop loin et ça n'a plus aucun sens narrativement et alors là, Jenny, ça devient la méchante carrément de la série. Elle est abominable, mais en même temps, elle reste très fun. Et Mia Kirshner, qui la joue, a une intensité, en fait, qui est vraiment parfois effrayante. Dans la série, elle est très dark. C'est un personnage qui a recours à l'automutilation, qui a fait des tentatives de suicide, qui a vécu des choses extrêmement graves dans sa jeunesse. Et donc, son côté dark, il est assez jouissif aussi, parce que c'est une survivante de plein de manières. Oh, fuck off, Mark.
It's not my job to make you a better man, and I don't give a shit if I've made you a better man. It's not a fucking woman's job to be consumed and invaded and spat out so that some fucking man can evolve. It's not what I meant. What the fuck are you talking about then, Mark? I have learned how difficult it is to be a woman. Please. Is this what you want? No. What I want is for you to write "fuck me" on your chest. And then I want you to walk out that door and I want you to walk down the street. And anybody that wants to fuck you, say, sure, no problem. And when they do, you have to say thank you very, very much. And make sure that you have a smile on your face. And then, you stupid fucking coward, you're gonna know what it feels like to be a woman. Et donc, même quand elle est atroce avec les gens, on a l'impression qu'elle prend un petit peu sa revanche pour toutes les choses qu'elle a subies. Et donc, en fait, pour moi, c'est un personnage qui est extrêmement complexe, mais qui est resté un peu dans l'histoire collective, en tout cas pour les gens qui ont vu la série, comme cette connasse de Jenny, qui méritait bien son sort atroce à la fin, parce que voilà, quand je parle à toutes les copines qui ont vu The L Word, elles détestent Jenny Schechter. Et donc, un peu comme Charlotte, pour moi, c'était un challenge d'écrire sur elle, de la défendre, de montrer comment son côté abominable peut être jouissif, et aussi de montrer pourquoi elle est abominable et ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est pas mal de traumatisme aussi. Donc voilà, j'adore Jenny Schechter, elle est atroce, mais elle me fait beaucoup rire, et je la défendrai jusqu'au bout. C'est laquelle pour toi la plus anti-héroïque de tous les personnages féminins? Je pense que je dirais Elizabeth Jennings parce que c'était une de celles qui était la plus difficile à catégoriser parce qu'en fait, elle déconstruit tellement de clichés tout en étant un personnage fort et en étant magnifique. C'est quelqu'un de très violent qui est franchement pas une bonne mère, même si elle peut avoir des moments maternels, mais elle est très froide. Elle fait passer sa patrie et son patriotisme avant ses enfants. Je sais pas si c'est la plus anti-héroïque, mais pour moi, c'est celle à laquelle j'ai tout de suite pensé quand on a commencé à écrire le livre. Et toi ? Moi, je pense que c'est Anna Horvat de Girls, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnages dans ce livre qui sont anti-héroïques, mais admirés par le public. Et il y en a un petit peu moins qui sont anti-héroïques et pas aimés par le public. Et elle en fait partie avec Skyler. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une réaction épidermique par rapport à Lena Dunham. Et je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais par contre, ce personnage-là, je pense qu'il est révolutionnaire parce que c'était une des premières grosses à la télévision. Et ce qui est atroce quand on revoit la série aujourd'hui, c'est qu'elle fait 66 kilos dans le pilote. Donc, c'est vraiment pas un personnage extrêmement gros. Mais elle a été tellement maltraitée à l'époque dans les médias. Il y a un présentateur de radio qui a dit que c'était comme être violée de devoir regarder le corps de Lena Dunham à l'écran parce qu'elle se mettait souvent nue et parce que, en fait, c'est un personnage qui est vulgaire, qui est irresponsable, qui est crispant et qui est vraiment, pour moi, l'anti-héroïne pure et dure. C'est-à-dire que Lena Dunham ne cherche jamais à créer une affection pour le personnage de Hannah dans la série. Au contraire, elle veut qu'on la déteste. Le fait qu'elle se mette dans un rôle aussi antipathique qu'elle incarne elle-même, et c'est la créatrice de la série, je trouve ça très puissant. Elle a été précurseur sur plein de choses. Et aussi juste, effectivement, sur la représentation du corps féminin, des femmes à poil dans les séries et au cinéma, on en voit tout le temps. Ça ne choque jamais personne. Au contraire, il y en a plein à qui ça fait très plaisir. Par contre, elle, ça a profondément dérangé. Tout ça parce qu'elle avait des bourrelets. Merci Lena Dunham d'avoir montré ce personnage parce que pour moi, ça a tout changé en fait sur la manière dont je voyais les femmes à l'écran. Il y en a une avec laquelle tu t'identifies le plus ? Samantha Jones, voilà, désolée de toujours revenir à son obsession pour le cul. Voilà, mais non, vraiment Samantha, ça a été un bouleversement pour moi. Et après, je pense Mindy Lahiri de The Mindy Project et Rebecca Bunch de Crazy Ex-Girlfriend. C'est vraiment des personnages qui ont été très très importants pour moi, que ce soit sur le rapport au corps, sur le rapport aux vêtements et sur l'acceptation de sa propre bêtise parfois et superficialité, puisque c'est ça que j'aime chez Mindy Lahiri, c'est que c'est un personnage qui dit parfois des énormes conneries, et je dis souvent des énormes conneries, et donc ça me fait du bien de voir des personnages comme ça qui sont malgré tout intelligents et sympathiques. Et toi ? Hélène Bénès, parce qu'elle a un côté... je m'identifie pas mal au revêche, alors que je suis assez souriante et je pense être assez sympathique, mais on m'a beaucoup reproché de ne pas être assez douce. Et en fait, Hélène, elle a ce côté-là un peu, où elle a un côté un petit peu qui s'y frotte, s'y pique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas trop l'emmerder. Elle va parfois répondre de façon un petit peu brutale ou monter en
en température assez vite, mais après, ça retombe et elle rigole. Et c'est un personnage qui peut être assez détestable, mais en même temps, ses défauts, je m'y identifie beaucoup parce qu'elle est très névrosée, assez anxieuse au final, et elle a tendance à pas mal juger les hommes. Et c'est quelque chose que je fais aussi, ce qui n'est pas très bien, mais c'est comme ça. Faut qu'on s'arrête. Comme il a fallu qu'on s'arrête à un moment d'écrire le livre, honnêtement, on a fait 100 000 signes de plus que ce qui était dans le contrat à la base. Et donc, il y a même été question de est-ce qu'on le sépare en 2 tomes ou est-ce qu'on le garde en 1. On a voulu le garder en 1 tome parce qu'on pensait que justement, il fallait un peu se dérouler et montrer un peu la complexité et toute la gamme d'anti-héroïnes et qu'on pensait qu'on perdrait quelque chose si on devait les diviser. Mais il y a de plus en plus d'anti-héroïnes aujourd'hui à la télé. C'est quelque chose, même avec des séries comme Orange is the New Black ou Yellow Jackets, par exemple, récemment. Ou For All Mankind. Voilà, exactement. Où il y a beaucoup de personnages. Là, il y en a carrément plusieurs dans ces séries de personnages féminins complexes et qui ont des gros défauts et qu'on aime pour ça aussi. Et donc, en fait, je pense que si on le réécrivait aujourd'hui, il y en aurait déjà d'autres qu'on aimerait rajouter. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu as... Je sais qu'il y en a une déjà. Je sais de qui tu vas parler. Le cas très compliqué pour moi, c'était Kim Wexler de Better Call Saul, parce que la série était quasiment finie, mais il restait 6 ou 8 épisodes à être diffusés après le moment où on rendait le livre. Et donc, je me suis dit, je sais pas ce qui peut se passer dans ces épisodes-là, et ça pourrait totalement changer la manière dont j'écrirais ce texte. Donc, on a décidé de pas l'inclure dans le livre, et après, j'ai écrit un article pour Slate dans lequel je faisais l'éloge de cette anti-héroïne. Donc, au final, c'est un peu un chapitre perdu. Mais pour moi, elle est géniale, Kim Wexler. Elle commence la série justement comme le soutien moral à un personnage qui, lui, n'est pas du tout moral. Et elle, c'est celle qui respecte les règles, tout ça. Et en fait, la série déconstruit tout ça et montre qu'elle est beaucoup plus compliquée que ça et que finalement, peut-être qu'elle aime un petit peu le danger aussi. Et il y a une vraie réflexion sur ça et sur la notion même de personnage féminin un peu sidekick dans la série. Donc voilà, regardez Better Call Saul, c'est génial. Il y a aussi Harper de Industry, dont on a parlé récemment dans PIC TV, qui pour moi est une des anti-héroïnes les plus intéressantes à l'écran actuellement. Et toi, tu rajouterais qui si tu pouvais ? Tout le cast de Yellow Jackets, moi je le trouve assez génial. Dans The White Lotus aussi, il y en a quand même pas mal. Enfin, par exemple, le personnage de Daphné, je le trouve assez fascinant. J'aurais bien aimé écrire dessus. Mais après, je saurais pas trop où les classifier. Et je pense que c'est la réflexion qu'on s'est faite aussi à la fin. C'est que de plus en plus, ce qu'on espère, c'est que justement, les anti-héroïnes de demain ne vont pas forcément correspondre à des stéréotypes ou des clichés, mais que ça va juste être des personnages complexes, et c'est ce qui est le cas d'énormément de personnages dont on parle dans le livre aussi, hein. Mais que justement une classification comme celle qu'on a faite ne sera plus d'actualité bientôt, quoi. C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Si vous voulez lire le livre, il s'appelle Petit éloge des anti-héroïnes de série. On fait un peu notre promo, hein, on en profite. C'est clair. Aux éditions Les Pérégrines. Il est toujours disponible en librairie. S'il l'est pas, vous pouvez demander à votre libraire de le recommander. Sinon, il est disponible en ligne. Vous pouvez aller sur Amazon, on ne vous jugera pas. Mais sinon, vous pouvez aller chez des libraires indépendants, c'est encore mieux. Oui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode, on vous parle de The Leftovers, une série que personne n'a vue. C'est ça. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à nous le dire et à nous faire des retours. Ça nous fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.